Franchement, vous êtes des vénards. Avant l'inauguration officielle par le président de la République, qui risque peut-être, je ne sais pas, de nous faire un petit coucou à tout moment, donc dans ces cas-là, on bousculera probablement notre programme. Eh bien, en attendant, vous allez découvrir en avant-première, finalement, regardez, cet espace assez exceptionnel. On est reçu par vous, Nicolas Sur-Lapierre. Merci de nous accueillir. Bonjour Pascal. Je le disais, un nouvel écrin pour le plus ancien musée de France. On n'en a pas forcément conscience, mais il est chez nous à Besançon. Oui, il est chez nous à Besançon et ça a l'air très surprenant parce que ce plus ancien musée de France, vous voyez du verre, du béton, un escalier de mosaïque et puis ces œuvres surprenantes des élèves de Courbet. On est dans un, je crois, on s'est installé dans un palier essentiel pour comprendre la nature de ce musée. Finalement, Nicolas, pour bien qu'on comprenne, mis à part l'enveloppe de ce musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, tout a changé ici. Ah oui, tout a changé. On ne reconnaissait plus le musée. Je suis très content parce qu'hier, des amis qui avaient vu le musée bien avant la fermeture m'avaient dit mais c'est pas le même, alors qu'on a gardé pourtant l'architecture. Et ce qui a changé, c'est la lumière. On est sous une lumière zénitale qui éclaire véritablement de l'intérieur et de l'extérieur cette merveilleuse construction qui est une œuvre en soi, la construction de Louis Miquel. Alors la lumière, on lève les yeux au ciel forcément et on se dit oui. mais quelle verrière. Je suis sûr que vous allez pouvoir découvrir, grâce à Jérôme qui était à la réalisation de cette émission, de très très belles images parce qu'on a tourné bien avant. Évidemment, cette verrière s'est installée, elle s'est mise en place pour se marier avec le béton qui existait déjà depuis les années 1970 et vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel. Oui, parce que c'est un tour de force de poser la verrière car elle pose sur l'ancien bâtiment, le bâtiment 19e de Marnotte. Donc amener plusieurs tonnes d'acier et de verre, ça a été un tour de force. Il y avait des grues, des hélicoptères, j'avais l'impression d'être dans un film. En tout cas, le béton est sublimé là aujourd'hui. Oui, c'est sublimé, mais surtout ce qu'on a voulu faire, c'est garder aussi l'âme du musée. C'était pas de tout revoir, de tout mettre quelque chose qui ressemblait à un lounge, non, un salon. Non, ce qu'on voulait, c'était garder cette histoire parce qu'on est dans deux architectures remarquables, maintenant trois avec celle de Scaranello. Nicolas Sur-Lapierre, j'ai envie de vous demander, mais pourquoi finalement fallait-il rénover ce musée? C'est un problème de riche, là. Vous êtes quand même un sacré vénard. Vous savez qu'il y a beaucoup de conservateurs qui se disent mais comment a fait Nicolas Sur-Lapierre? Nicolas Sur-Lapierre, il n'est pas plus malin que les autres, mais il fallait rénover le musée parce qu'on était devenu, pour des questions de normes de sécurité, complètement obsolète. Et là, l'ancienne verrière était devenue, on ne pouvait plus la nettoyer pour des questions de sécurité, elle était devenue complètement opaque. Le musée était dans la nuit quasiment. En tout cas, l'architecte byzantin qui a participé à la construction de tout ça et l'élaboration de tout ce qu'on peut voir ici, là, actuellement ce matin à l'image, a fait rentrer la lumière. Parce que là, on a un petit exemple. On aura d'autres exemples parce que samedi, sachez-le, à partir de 15h15 sur France 3, on aura une émission spéciale ici pour vous faire vivre encore quelques coulisses parce qu'on n'aura pas la prétention ce matin, pour être très, très honnête. En plus, vous êtes bousculé, on ne va pas se le cacher. Hein. Il y a le président de la République qui est attendu à tout moment. Donc voilà, on n'aura pas la prétention de pouvoir tout vous dire en 50 minutes. Malgré tout, il y a des pièces maîtresses qui sont présentes ici dans ce musée. Oui, on a une des plus belles collections en France, Beaux-Arts et aussi Archéologie. Je crois que si on doit donner un message, c'est que venir voir le Brondino. Il y a peu de musées en France, il n'y en a pas d'ailleurs, à part le musée Nice qui a une crucifixion, mais il y a très peu de musées qui ont des collections de notre qualité. Et c'est ce qui nous fait si plaisir, c'est que les plus grands historiens de l'art, si vous reprenez l'histoire de nos collections, se sont penchés. Quelqu'un que j'adore, qui est Chastel, par exemple, il a travaillé sur nos collections. Longhi, Bréjon de la Vernier, tous les grands noms, Vasari même, dès l'origine de l'histoire de l'art. Et ça rend assez heureux en fait. Oui, mais ça se voit, vous avez la banane ce matin et pourtant il y a du stress, il y a de la tension. Il y a un peu de tension, je ne cache pas. Bon, rassurez-vous, tout va bien se passer. On petit déjeune ensemble sur France 3 ce matin et on vit aussi ce qui s'est passé avant que nous n'arrivions finalement au projet final. Et pour ce faire, les caméras de France 3 ont suivi ce chantier d'envergure. Pour bien qu'on comprenne, on va faire un petit retour en arrière et puis nous revenons avec vous, Nicolas Sur-Lapierre, ici, en direct depuis les musées des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Difficile de reconnaître les lieux. La phase de démolition est accomplie à 80% et rien pour l'instant n'a été reconstruit. Des trous dans les murs, des tas de gravats, beaucoup de poussière. Le musée des Beaux-Arts n'est plus qu'un immense chantier, impressionnant et pas des plus faciles. Le plus compliqué, c'était toute la préparation par rapport à l'installation de chantier. Il a fallu, comme vous le savez, il a fallu reprendre sur la place de la Révolution une certaine surface pour installer l'installation de chantier. Et ça n'a pas été une mince affaire avec les commerçants.
Mais tout ceci appartient au passé, entre les bâtiments 19e et le béton du dernier réaménagement signé de l'architecte Louis Miquel et remontant à 1970. C'est toute l'histoire du musée qui se donne à voir, une histoire en train de s'écrire. Moi, je ne suis pas architecte, donc j'ai du mal à me projeter qu'avec des plans. Et là, au contraire, depuis que les travaux ont démarré, je trouve que ça y est, en tout cas, moi, je visualise ce que sera le musée à sa réouverture. Et du coup, il n'y a plus de doute. En plus, c'est un chantier qui aujourd'hui se déroule très bien. Au plafond, vous voyez donc les ouvertures de trémies qui vont être agrandies. Élément clé de ce chantier, la lumière que l'architecte va faire entrer dans le bâtiment. On retravaille essentiellement, on va dire, la lumière zénitale, c'est-à-dire qu'on refait totalement la verrière centrale qui va permettre cette fois-ci de descendre de la lumière jusque sur le rez-de-chaussée qui, dans ce musée, pour ceux qui l'avaient visité, était relativement sombre. Toujours depuis le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, en direct avec vous et avec vous Nicolas Surlapierre pour découvrir évidemment quelques images en avant-première de cet endroit exceptionnel et unique en France et pour aussi s'intéresser pendant quelques secondes, parce que nous y reviendrons à la fin de cette émission, mais sur les nouvelles technologies qui sont bien rentrées ici là, à Besançon. Oui, parce qu'on ne serait pas un musée du XXIe siècle s'il n'y avait pas de nouvelles technologies. On a eu une volonté, c'était d'être le plus accessible possible. Les nouvelles technologies nous permettent de répondre aussi à des personnes qui n'ont pas accès parce qu'elles ont eu un accident de la vie. Elles peuvent être aveugles, elles peuvent être sourdes, au contenu d'un guide, au contenu peut-être même de lecture. Et nous avons fait un gros travail sur ces questions numériques. Je donnerai qu'un exemple qui me touche particulièrement. J'avais vu un film sur l'audiodescription. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fait de l'audiodescription au Japon ou en Corée. Et je m'étais dit, c'est ça qu'il faut faire devant les tableaux. Que les personnes aveugles aient aussi la description des tableaux, mais pas un commentaire d'histoire de l'art, vraiment la description de ce qui se passe dans le tableau. Alors, il y a des tableaux, mais il y a aussi des trésors archéologiques, puisque d'ailleurs, oui, on a tendance à l'oublier, mais ce n'est pas que le musée des Beaux-Arts, c'est aussi l'archéologie qui est bien présente ici. Oui, et pour l'archéologie, c'était un peu plus simple, parce que l'archéologie, si on parle pour les personnes en situation de handicap ou pour les outils numériques, on peut faire des 3 dimensions, c'est plus simple, on peut les manipuler, on peut comprendre comment elles sont construites à l'intérieur et les technologies nous aident à tout ça. Merci Nicolas Surlapierre de nous avoir accueillis en direct. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations qui sont très nombreuses. Ce matin. Vous nous avez vraiment accordé quelques minutes seulement. On va se retrouver nous sur le parvis de ce musée ici à Besançon avec Fabienne qui est là pour vous faire vivre aussi les événements tout autour de cette inauguration officielle parce que ça continue tout ce week-end et visiblement ça a l'air de plutôt pas mal se passer même s'il fait un peu froid quand même dehors, Fabienne. Ça va Pascal, ça va. Par chance, on a quand même beau temps aujourd'hui et ça tombe bien puisqu'effectivement cette place est aussi en activité depuis ce matin, en effervescence même. Alors il y a cette façade flambant neuf, il y a aussi un chapiteau dont on vous parlera. Mais pour l'instant, je tiens à vous présenter mon premier invité, Lionel Estavoyer. Prenez votre micro Lionel, vous êtes chargé de mission, vous pour la commune de Besançon. Voilà. Cette inauguration, c'est un jour festif important pour tout le monde, pour les Bisontins notamment. C'est un grand musée, très grand musée de province pour les Bisontins et pour tous les visiteurs que nous attendons. Ça s'explique notamment par cette place centrale aussi dans le cœur de Besançon. Oui, c'est une vieille place médiévale qu'on avait commencé à aligner depuis le XVIIIe siècle et qu'on a réaligné au XIXe siècle. En particulier pour pouvoir faire évoluer la troupe, puisque Besançon est une grande ville de garnison. Alors quand on a connu le musée avant, il y a 4 ans et demi, on voit tout de suite le changement avec cette façade. Oui, avec en particulier des ouvertures qui ont été recréées à l'étage, et puis également avec à l'intérieur des structures qui ont été entièrement modernisées. Ce bâtiment, il n'est pas dénaturé, il plaît toujours autant aujourd'hui. Ce bâtiment n'est pas dénaturé du tout, et c'est un bâtiment typique de l'architecture française des années 1840-1850. Alors Lionel, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a 7 horloges à quelques mètres de nous, qui a retrouvé sa place initiale. Besançon n'est pas pour rien l'ancienne capitale de l'horlogerie, et c'est une horloge monumentale de Philippe Le Bru, donc qui a créé comme ça dans le monde entier des horloges de cette nature et qui est un marqueur public important. Qui va devenir, à partir de maintenant, indissociable de ce musée des Beaux-Arts. Je vous propose d'ailleurs de regarder un reportage de Catherine Schellbaum et Fabienne Lemoin. La voici, majestueuse. Après sa longue absence, l'horloge du musée a soigné son retour et modifié quelques détails. Elle sera définitivement placée sur la façade comme un symbole des savoir-faire de la région. Toutes les pièces
sont réalisés en Franche-Comté. Et là, nous sommes dans les établissements Aubigère, qui est une grosse entreprise de chaudronnerie et métallerie, qui nous a prêté, qui nous a confié même son atelier, de manière à ce qu'on puisse travailler correctement. Installée en 2010 pour compter à rebours le temps qui précédait le lancement de la ligne TGV, elle a depuis gagné ses galons et réserve aux Bisontins quelques surprises. Avec un mouvement inspiré des horloges que Philippe Lebru a réalisé depuis au Japon, par exemple. J'adore faire ça. On est sur un objet qui prend une mesure publique, qui prend une mesure artistique forte. Chaque pièce est une pièce unique. On a une dimension technologique à chaque fois, c'est un projet. L'horloge du Japon, on a quand même répondu à un cahier des charges qui est séisme, typhon. On est en extérieur, accroché en plein cœur de Tokyo, et on a repris la technologie qu'on a développée pour Tokyo, pour le Japon, qu'on a déplacée sur l'horloge qu'on va installer sur la place de la Révolution, c'est-à-dire qu'on va avoir un système d'entraînement qui sera un développement propre. Ouais. Et voilà donc cette horloge, vous l'avez compris, indissociable de ce musée des Beaux-Arts. Ce musée des Beaux-Arts qui n'a pas toujours été un musée d'ailleurs, Lionel. Pas du tout. En fait, ça a été construit en 1843 pour être une halle au grain. Et puis le bâtiment était quand même très monumental. Donc très vite, on y a fait des expositions, des concerts. Et en 1860, la ville l'avait déjà complètement investi avec ses collections. Et en 1860, c'est la grande exposition universelle qui est le triomphe de l'horlogerie byzantine. Alors ça y est, c'est un nouveau musée, on l'a compris, flambant et c'est neuf. le plus ancien musée de France, un siècle avant le Louvre. Une fierté ici bien pour sûr, tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Cette place de la Révolution, du coup, elle a vocation à changer aussi. Oui, je pense. Oui, elle a vocation à devenir un lieu de culture extrêmement important. Oui. Les Bisontins, ils étaient impatients, les d'après vous, Bisontins Lionel, étaient très impatients. Ça fait 4 ans que le musée est fermé et ils ont eu beaucoup de courage à attendre pour retrouver leurs œuvres entièrement restaurées. On a vu la façade changer, évoluer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'avancement des travaux aussi, peut-être. La façade, pas tant que ça, encore qu'elle ait été entièrement nettoyée, mais ils vont avoir une très belle surprise avec l'intérieur du musée. Et c'est justement ce que vous dévoilez à tous nos téléspectateurs ce matin, Pascal. Je vous attends là, j'ai encore des choses à vous dire, moi, en revanche. Merci Fabienne pour ce joli symbole du savoir-faire de la région. Vous voyez qu'on est en direct, tout se passe vraiment tout à fait normalement. Tout va bien, Julien Cosnio, merci d'être avec nous. Une certitude, Julien, on se rend compte ici, il y a beaucoup d'œuvres, on les voit à l'image, on va en découvrir quelques autres. Pendant les 4 ans de travaux, j'ai envie de vous demander finalement, qu'est-ce que sont devenues les œuvres, Julien ? Alors, une bonne partie des œuvres ont été rangées dans nos réserves externalisées et surtout, on a eu la chance d'avoir accès à une campagne de restauration vraiment complète et c'est assez exceptionnel de réouvrir un musée comme ça avec des œuvres, je dirais, qu'on va pouvoir découvrir sous un nouveau regard. Donc, oui, il y a beaucoup d'œuvres. Je crois que toutes les œuvres d'ailleurs ne sont pas exposées ici. Non, toutes les œuvres ne sont pas exposées, bien sûr. Le musée a accumulé énormément de collections, que ce soit des collections d'archéologie, des collections de beaux-arts, des sculptures. Et donc une partie des œuvres sont encore dans nos réserves et attendent d'être exposées de nouveau par une rotation d'accrochage. Vous en avez même prêté, on ira voir tout à l'heure, un tableau célèbre de Courbet qui fait venir du monde entier ici à Besançon pour ce musée des Beaux-Arts et d'archéologie. Il y a d'autres œuvres, j'imagine, qui ont été se balader un peu partout. Oui, donc il y a effectivement ce Courbet qui est allé à Paris au musée d'Orsay. Il y a aussi des œuvres qui ont été prêtées dans le cadre d'expositions temporaires, donc notamment à Dole sur une exposition de David à Courbet, donc qui a fait quand même 50 000 visiteurs. Donc on sent une vraie appétence pour les œuvres et les collections du musée, ainsi qu'une exposition de dessin à Sceaux. Donc on a un riche musée et on nous demande très fréquemment des œuvres. Alors, l'une des particularités du musée, c'est quand même dans la reconstitution de ces collections, les fonds du musée sont quand même pour la plupart dans des collections privées. Ah non, c'est plus compliqué que ça. Les musées, le fonds du musée nous provient de legs de donateurs, de généreux donateurs et de généreux mécènes depuis la constitution du musée. Donc depuis le legs de l'abbé Boiseau en 1694, ce sont des collections qui se sont accumulées comme ça par don, ainsi que par achat dans nos réserves. Julien, qui dit collection dit
restauration, forcément. Alors là, on voit quelques centaines, quelques milliers d'œuvres qui sont ici. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, mais j'imagine que ça n'a pas été facile, tout ça, à restaurer. Il y a eu beaucoup de discussions, des comités scientifiques autour des restaurations, que ce soit des restaurations de tableaux ou des restaurations d'objets archéologiques. Chaque type d'objet suit un protocole un peu particulier. Les tableaux sont souvent restaurés au C2RMF, au Centre de conservation des musées de France. Pour les objets archéologiques, il y a des prestataires spécifiques pour des traitements aussi tout à fait particuliers. Pour le métal, par exemple, qui nécessite des bains plus longs, etc. Oui, alors je peux déjà vous dire que nous reviendrons aussi dessus samedi à partir de 15h15 pour une émission spéciale sur justement tout ce que vous avez fait pendant ces travaux ici. Mais avant, j'ai envie qu'on se pose cette question finalement. Que s'est-il passé pour toutes ces œuvres pendant les travaux? Vous avez la réponse? Oui, bien sûr. Alors en fait, le musée a été complètement vidé de ses œuvres. Nous les avons toutes entreposées dans des réserves externalisées. Donc c'est un très bel outil mis à notre disposition dans lesquels nous pouvons conserver les collections avec des conditions de conservation vraiment optimum. Donc toutes les collections ont été évacuées dans ces réserves. Une partie des collections, comme vous le disiez aussi, ont été prêtées. Et ensuite, des réserves chez les restaurateurs avant de réintégrer les murs et les vitrines. Grâce à la magie de la télévision, je vais vous proposer une petite visite indiscrète dans les coulisses du musée pour que nous partagions ensemble quelques secrets. Puis nous revenons ici, toujours en direct pour votre matinale sur France 3 depuis le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Vu de l'extérieur, rien ne bouge. Mais à y regarder de plus près, tout est mouvement. Un éloge de la lenteur imposée pour que chaque élément s'intègre parfaitement au tableau d'ensemble. Petit à petit, les collections sortent de leur cocon pour un retour à la lumière après 4 années d'obscurité. Pour nous, c'est un petit peu un début et une fin, mais il y a encore beaucoup de travail quand même. Et quand même, là, on sent la dernière ligne droite. Oui, on sent la dernière ligne droite, mais elle va être assez intense. On a encore beaucoup de tableaux emballés, transportés, déballés, bichonnés, accrochés. Mais pour faire sortir quelques 300 tableaux de leur réserve, il faut leur promettre de les présenter sous leur meilleur jour. Tous ont fait l'objet d'un examen minutieux avant bichonnage, dans un recueillement quasi monacal. Là, je suis en train de retoucher en fait toutes les petites zones blanches qui attirent l'œil pour que ce soit pour rendre l'ensemble plus homogène en fait, que l'œil soit pas attiré par des petites lacunes. Donc c'est une remise en état de présentation des œuvres. Peut-être qu'il y en a qui nécessiteraient une intervention peut-être un peu plus fondamentale, je dirais, mais c'est vrai que dans le temps imparti, on n'est pas toujours à même de faire cette intervention plus grande, mais c'est un peu un compromis. Là, on s'organise par équipe. Chaque semaine, il y a en fait 1 ou 2 personnes ou plus. Et puis, on avance simèse par simèse, et voilà. Donc, siècle par siècle aussi. Pendant ce temps-là, au rez-de-chaussée, on apprivoise bruyamment l'espace et la lumière. Alors, attendez, relevez là. Et si tu cales par là. Les collections archéologiques sont moins discrètes, mais tout aussi délicates à manœuvrer. Le style lapidaire est du genre plutôt précis. Les volumes sont assez complexes et les objets qu'on veut présenter sont aussi des volumes complexes. Donc c'est tout un travail d'arrangement et de scénographie très pointu. Certains objets sont inédits, n'ont jamais été présentés, et d'autres objets étaient présentés précédemment. Donc on les redécouvre. Un lamballet à la chorégraphie compliquée que l'on fixe au fur et à mesure, salle après salle, et sur papier glacé pour la postérité. Bichonnés et bien installés, les belles endormies ne se livreront au regard de leur public que le 16 novembre prochain. Les travaux n'ont pas seulement concerné les bâtiments du musée, on l'a bien compris depuis le début de cette émission, c'est une évidence, Julien. En revanche, ce qui semble peut-être un petit peu moins évident à l'image ce matin, c'est pour des raisons essentiellement techniques et pratiques aussi, parce qu'il y a une inauguration officielle avec le président de la République qui a lieu actuellement, en même temps que nous parlons. On ne peut pas aller partout. Il y a quand même une grosse présence de l'archéologie.
Oui, nous sommes un musée bicéphale, je dirais, entre les beaux-arts et l'archéologie. Donc, nous possédons une très très belle collection d'archéologie, que ce soit d'archéologie régionale, qui se trouve au rez-de-chaussée, et une collection d'égyptologie, donc qui se trouve juste derrière nous, donc avec ce bus de fonctionnaires qui nous accueillent. Oui, alors il y a beaucoup d'œuvres, des centaines d'œuvres. Vous savez précisément combien il y a d'œuvres? Alors concernant peut-être l'archéologie, c'est plus votre domaine? Pour l'archéologie, nous sommes à peu près 1 millier de pièces, dont 80% ont été restaurées. Donc avec des restaurations parfois fondamentales. Je pense bien sûr à la mosaïque de Neptune que les Byzantins connaissent bien, qui a subi une restauration très importante. Il a fallu la changer de support, la nettoyer. Donc c'était. Alors on le disait tout à l'heure, 40% des œuvres exposées ici n'ont jamais été vues. Mais moi j'ai envie de vous demander un autre petit secret que nous pourrions partager ce matin, s'il vous plaît Julien. Combien il y a d'œuvres au total que vous ne montrez pas? Alors pour l'archéologie, énormément. D'accord. L'archéologie est attention, c'est une réponse un peu politique, ça. Non, on a environ 150 000 objets en réserve et nous en présentons 1 millier. Mais il faut savoir que l'archéologie est vraiment une science de l'accumulation et énormément de pièces ont une valeur scientifique et une valeur patrimoniale certaine, mais je dirais une valeur muséographique moindre. Merci en tout cas Julien de nous avoir fait partager très rapidement, mais en direct, je ne sais pas sur votre montre, mais moi j'ai à peu près 10h15, n'est-ce pas, grosso modo on va dire, et le musée lui ouvrirait officiellement ses portes aux alentours des 11h. 11h30. Voilà, oui. 11h30 pour être très clair. On va continuer à vous faire vivre les coulisses de ce musée avec 2 œuvres majeures d'ici quelques instants. Le temps peut-être d'aller retrouver Fabienne qui se trouve à l'extérieur du musée. Merci Julien. Merci à vous. Je suis à l'extérieur, Pascal, et vous le voyez, ça commence à arriver, preuve de l'intérêt et de l'importance aujourd'hui de cet événement au cœur de Besançon. La place de la Révolution va être dans quelques minutes ou heures, en tout cas, noire de monde sous ce chapiteau prévu à ma gauche, mais j'ai quand même le temps, avant que tout démarre, de vous présenter ma deuxième invitée, Céline Mérieux. Vous êtes responsable donc des musées ici, en charge des travaux, notamment pendant 4 ans et demi. Ça y est, c'est fini, c'est un jour important du coup pour vous là. Oui, c'est un jour très important. On est très émus de voir tout ce monde qui arrive. Pour nous, c'est d'autant plus important qu'on a eu effectivement 4 ans de fermeture pour le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie et qu'aujourd'hui, on a un bâtiment accessible à tous. Alors accessible bien évidemment aux personnes à mobilité réduite, puisque l'ensemble du bâtiment a été mis à niveau dans son rez-de-chaussée. On a aussi de grands changements sur l'éclairage dans ce musée, puisque l'architecte a beaucoup travaillé sur la lumière, et notamment on peut le voir sur les façades, puisqu'on a des fenêtres qui ont été rouvertes aux étages, il fallait sur vraiment la ville. qu'il y ait finalement un lien, une communication directe entre l'intérieur du musée, l'art et puis le reste de la vie byzantine au quotidien dans le centre-ville. L'architecte tenait vraiment à ce qu'on ait un musée ouvert sur la ville pour inviter les gens à rentrer dans le musée et pour que le visiteur, quand il est à l'intérieur du bâtiment, ait aussi une vue sur ce centre-ville, puisqu'on est quand même au cœur de la boucle à Besançon. L'accessibilité à tous, ça c'est vraiment ce qui est le plus manifeste. Face à cette nouvelle façade-là. Alors ça, c'était effectivement une volonté et de l'architecte et de la ville que d'ouvrir ce musée à tous et donc de travailler sur l'accessibilité. L'ensemble du musée est accessible à tout le monde. L'évolution des travaux, elle a intéressé tout le monde ou finalement vous aviez juste l'impression que les gens avaient hâte que ça ouvre et puis point? Alors on avait le sentiment que les gens avaient hâte que ça ouvre, mais on a aussi eu beaucoup de gens qui ont suivi le chantier. On a notre équipe de communication qui a aussi tenu le public informé de tout ce qui s'est passé pendant la fermeture du musée par notre site internet. On avait fait des visites aussi du musée vide pour la nuit des musées, de façon à inviter le public à voir ce musée sans les œuvres. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie attente et on a été suivis pendant nos 4 ans et on est très heureux. Et puis dès cet après-midi, a priori, c'est parti, l'engouement va se vérifier. Oui, Céline. alors dès cet après-midi, on ouvre nos portes aux gens qui sont là ce matin et ce soir, on ouvre à l'ensemble des Byzantins et des non-Byzantins à partir de 19h et jusqu'à minuit. Merci Céline. Alors je prends quand même le temps de vous montrer aussi ce chapiteau. Je vais vous retrouver dans quelques minutes aussi Pascal, puisque c'est là, vous l'avez compris, que tout va démarrer aussi avec le lancement officiel et solennel, l'inauguration. Le président Macron derrière moi doit s'exprimer ici dans 1 heure et quelques a priori. Les tests sont faits, puis vous le voyez, le chapiteau commence à se remplir. Donc Céline nous a pas menti, c'est vraiment un événement avec plein d'engouement.
On espère que les choses vont évoluer, puis on vous raconte tout ça tout à l'heure, Pascal. Très bien, merci Fabienne. Peut-être même que pourquoi pas le président nous fera l'honneur de passer nous dire un petit coucou dans la matinale. On a le droit de rêver après tout. Enfin, cela dit, le rêve ici est une réalité dans cette salle absolument gigantesque, exceptionnelle. Vous voyez ces très très belles images qui sont réalisées par toutes les équipes de France 3 qui font un boulot formidable parce que c'est pas évident, d'autant qu'il y a beaucoup de monde. Merci monsieur le conservateur de nous accueillir. Bonjour. On est à côté, je le disais, d'une œuvre majeure. Il y a 2 œuvres majeures ici dans ce musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Présentez-moi le tableau qui est derrière nous. Alors nous sommes devant un tableau majeur, vous l'avez dit, de Gustave Courbet, qui est bien connu des Bisontins, qui a été absent pendant quelques années puisque nous l'avons déposé au musée d'Orsay pendant les travaux de fermeture et qui est revenu récemment, qui est un tableau de la fin de la carrière de Courbet, peut-être son ultime pied de nez à l'institution puisque c'est son dernier grand tableau de salon dans lequel il essaie de se confronter à des sujets réalistes. Le moins qu'on puisse dire, Johan, c'est que son retour ici à Besançon, son accrochage, ça a été quand même costaud, quoi, parce qu'on le voit, c'est gigantesque. Ça mesure combien, ça, en hauteur? C'est un tableau qui mesure plus de 4 mètres de haut, qui a dû être décadré, qui voyage évidemment dans des conditions assez exceptionnelles. Mais l'ensemble de l'installation du musée a nécessité des moyens assez exceptionnels parce qu'on a beaucoup de grands formats aussi. C'est bizarre, j'ai l'impression que Gustave Courbet nous regarde, non? Oui, on l'a mis en effet dans son quartier, c'est-à-dire c'est ce buste qui a été commandé par la ville de Besançon, un grand sculpteur d'Alou, après la mort de Courbet, pour lui rendre hommage justement. Besançon qui a mis les gros moyens dans la rénovation de ce musée, également dans toutes ses œuvres. Celle-ci a été prestée au musée d'Orsay. On l'a dit, il y a beaucoup d'autres œuvres qui sont autour de nous. On ne va pas pouvoir parler de tout, mais allez, pour les fans de France 3, là, pour ceux qui voudraient en avant-première connaître quelques petits secrets, où faut-il aller précisément ici? Là, nous sommes dans la bonne salle. C'est une salle où le mur qui est en face de nous comprend près de 80% de nouveautés. Le grand tableau de Gigoux qui fait face à celui de Courbet est également une œuvre inédite qui n'avait pas été déroulée depuis très longtemps. Les tableaux qui se trouvent sur ce très beau mur avec Géricault, avec Goya, comprennent également des œuvres inédites. Donc c'est une salle assez idéale pour... Archéologie, mais aussi contemporain, histoire. Enfin, le mariage est compliqué, mais vous y êtes arrivé. C'était aussi le parti pris de l'architecte, vous savez, cette confrontation des collections entre différents médias, en effet, la sculpture, l'archéologie, la peinture. Et je crois, en tout cas j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien aujourd'hui. Alors Johan, vous nous le disiez tout à l'heure, il y a des œuvres comme celles que nous voyons ici, là la Lie du cerf de Gustave Courbet, qui ont été prêtées, en l'occurrence c'était au musée d'Orsay. Maintenant il y a des œuvres qui se baladent un petit peu partout, des œuvres sont revenues au pays aussi. Si je vous dis le célèbre tableau du Bronzino par exemple. Oui, c'est un tableau qui a fait l'objet d'un prêt assez exceptionnel parce que le musée était fermé aussi, qui est rentré à Florence pour la première fois depuis près de 5 siècles et qui va être à nouveau peut-être une pièce un peu à part, une sorte de Joconde pour nous, que l'on va livrer à nouveau aux visiteurs. Bon, alors la Joconde, mais le sourire en plus cette fois-ci, Johan Rimaud, je vais vous proposer de découvrir finalement l'histoire incroyable de cette œuvre et de revenir ici pour découvrir... l'exceptionnel, voilà, ça se passe de commentaires. Allez, voici notre fameux Bronzino et son histoire. Peint entre 1540 et 1545 à Florence, le tableau du Bronzino fut d'abord exposé au Palazzo Vecchio. Offert en 1550 par les Médicis à Nicolas Pernaut de Granvelle, il a été accroché pendant 3 siècles dans la chapelle des Carmes à Besançon, puis au musée des Beaux-Arts. Des nombreuses déplorations peintes à cette époque, celle-ci est sans doute l'une des plus belles. Ce tableau, il a une autre particularité, c'est ses tonalités de bleu. Tableau princier, donc tableau très cher à faire, et en particulier tout ce bleu, c'est du lapis-lazuli d'Afghanistan. C'est des matières qui coûtaient une véritable fortune. Incroyable, mais vrai quand même, l'histoire du célèbre tableau du Bronzino. Dites-moi, on l'a entendu dans le sujet, il y a quand même beaucoup d'argent qui sont en jeu. Ici, on a pu s'en rendre compte ce matin au travers de très très belles images qui sont réalisées avec toutes les équipes avec nous. Ce qui est surprenant, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'on est franchement au contact des œuvres. On va s'asseoir, tenez, on sera mieux, on va s'asseoir pour en parler un petit peu. On est vraiment au contact de toutes ces œuvres. On peut les toucher, on peut les approcher. C'est pas un peu dangereux ça? Les toucher, non. En revanche, on peut s'approcher. Ça a été une volonté d'être très généreux dans l'accrochage, c'est-à-dire de présenter beaucoup d'œuvres et aussi de les accrocher assez bas à un certain nombre d'endroits pour que le public puisse en profiter. Alors,
Il y a l'atelier de restauration dont on a un tout petit peu parlé il y a quelques minutes, qui a été installé ici au sein même du musée. Les bichonnages d'œuvres d'art se sont succédés, c'est ça ? Oui, on a eu en effet une campagne très ambitieuse de restauration pour les peintures. Et c'est vrai que ce que vous appelez bichonnage, c'est un terme un peu amusant, mais pour désigner des opérations un peu plus superficielles qui ont concerné toute la collection présentée, à l'exception des 150 peintures restaurées. J'ai entendu dire que 90% des œuvres avaient été, alors moi je dis bichonnées, mais je ne sais pas comment vous dites, restaurées, nettoyées, astiquées. Toutes les œuvres pour les peintures sont passées au moins en bichonnage. Après, on a près de la moitié des œuvres qui ont fait vraiment l'objet d'une restauration très poussée, c'est-à-dire en enlevant les vernis, les repeints. Donc ce sont des œuvres qui sont complètement renouvelées. Yoann Rimaud, on a vu aussi beaucoup de sculptures, on en voit quelques-unes ici à l'image ce matin. Elles aussi ont subi un petit lifting ? Toutes les sculptures ont été restaurées. On présente une centaine de sculptures qui sont dans un état impeccable. Pour ceux qui nous retrouvent là et qui se disent « Oh, mais où sont-ils ? Nous sommes bien au musée des Beaux-Arts de Besançon ». Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, on a tendance à l'oublier, on ne le répétera jamais assez. Ça va ouvrir tout le temps, ce musée ? Il sera ouvert, on sera fermé le mardi parce qu'on a besoin d'un jour de fermeture, mais on est ouvert tout le temps. Bon, nous, on est ouvert pour la matinale du lundi au vendredi. Yoann Rimaud, merci de nous avoir accueillis ici. On va continuer notre petite balade tranquillement pour vous faire vivre aussi l'inauguration à l'extérieur. Je ressens depuis tout à l'heure un petit stress qui monte comme ça, crescendo, n'est-ce pas ? Mais on a la chance d'avoir la quiétude, la zénitude, de profiter de toute la variété des œuvres qui sont présentes ici, parce que vraiment, il y a un éventail exceptionnel, Yoann. Oui, vous avez raison. La comparaison est peut-être vaut ce qu'elle vaut, mais c'est peut-être comme une sorte d'enfantement. En tout cas, on va livrer quelque chose sur lequel on a longtemps travaillé. Et on a tous hâte aussi que le public découvre les collections et de voir un petit peu cette animation, cette joie, cette fréquentation qui, on l'espère, va être à la hauteur de nos attentes. Je crois savoir, Yoann Rimaud, que la joie est aussi sensible à l'extérieur du musée où nous allons aller retrouver Fabienne. Encore une fois, merci d'être avec nous ce matin. Merci à toutes les équipes du musée. Vous ferez passer le message, parce que vraiment, c'est sympa de pouvoir nous ouvrir les portes comme ça en avant-première. On repart à l'extérieur avec Fabienne pour vous faire vivre un petit peu les événements qui se déroulent sur ce musée et puis les bons plans à vous proposer pour ce week-end festif d'inauguration officielle. À l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, Pascal, sous cette tente installée place de la Révolution. J'ai pris le luxe de monter sur l'estrade, là où le président Emmanuel Macron est attendu. Il y a déjà près de 500 personnes qui sont là pour l'entendre, pour assister à cette inauguration officielle. Et parmi tous les invités, j'ai réussi à me faufiler et à trouver Stéphane Raphaël, directeur de la communication. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être aparté pour nous. Alors, c'est un gros événement, ça on l'a dit, on l'a compris. Mais il y a quand même pas mal d'invitations. Ça intéresse qui là ce matin, cette manifestation ? Là, vous avez à peu près tous les Bisontins qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés. C'est très important pour nous. Vous voyez, ils commencent déjà à être là, c'est incroyable. Et on attend vraiment de faire une belle fête, quoi. Donc c'est qui ? Ce sont des mécènes, des commerçants locaux ? On a des mécènes, on a des commerçants locaux, on a du monde de la culture. Tous ces gens qui nous ont accompagnés pendant ces 4 ans. C'est super important. 4000 personnes invitées. Exactement, ouais. Je pense qu'ils vont répondre à l'invitation. Forcément. Donc c'est très officiel, très solennel ce matin avec l'avenue d'Emmanuel Macron. Mais il y a plein d'autres choses à annoncer pour le reste du week-end. Oui. Alors là, jusqu'à ce soir minuit, il va y avoir une super fête avec des DJ, on va danser. Il va aussi y avoir des moments d'échange autour du musée. En plus, ça va être pareil pour demain soir. Même fête, dans le musée il va se passer des choses, il va y avoir des débats, il va y avoir aussi des performances artistiques, il y a des clips qui ont déjà été tournés dans ce musée, enfin voilà, c'est-à-dire tout le monde de la culture se l'approprie. Donc ce soir important. Vous serez là sur la piste de danse, qu'est-ce qui est prévu exactement ? Il va y avoir des DJ, alors on a un DJ notamment très sympa qui s'appelle La Fraîcheur, une jeune femme qui vient de Berlin, et on a aussi Chapelier Fou, qui est un DJ incroyable qui lui mixe à la fois avec des instruments de musique classique, c'est incroyable. Vous attendez quel public ? Là, on l'a dit, donc c'est vraiment des personnes un petit peu plus associées aussi aux travaux et à cette inauguration. Tout le reste du week-end, c'est pour tout le monde, c'est ça ? Tout le reste du week-end, c'est pour tout le monde, c'est gratuit, donc il faut y aller. Et en plus, il y a des nocturnes, ça dure jusqu'à minuit, c'est maintenant qu'il faut aller le voir, quoi. Alors si on vient dès ce week-end pour la gratuité, vous savez quand même que ça va attirer d'autres publics le reste du temps ? Bien sûr, c'est l'objectif. Nous, c'est un musée qui doit appartenir à tous les Bisontins, c'est un musée pour tous. Donc on les espère, on les attend, et je pense qu'ils vont être au rendez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus.
Et il y a une programmation qui est prévue. Ah, il y a une programmation de dingue. Il y a déjà 2 belles expos qui vont démarrer. Et puis après, vous verrez, il y aura d'autres choses que nous ont préparées les équipes de Nicolas sur la Pierre. Et je pense que là, ça va dépoter. Quand est-ce qu'on peut venir profiter de ce musée en dehors aussi des heures conventionnelles, Stéphane? Ah bah alors, vous pouvez venir toute la semaine. En plus, ce qui est sympa, c'est que pour les moins de 18 ans, c'est gratos. Tout le temps? Oui, c'est gratos. Ça coûte pas cher pour les bisontins, c'est 6 €, alors que pour les non-bisontins, c'est 8 €. Enfin voilà, faut en profiter. Il y a un petit distinguo qui est fait. Bah, bien sûr, on est un peu chauvin à Besançon, mais on a raison, on a un bel écrin, faut en profiter. Un bel écrin. Vous avez un coup de cœur à l'intérieur de ce musée? Ah ouais, moi j'ai un tableau, évidemment, il y a le Bronzino que j'adore. Et j'aime beaucoup la mosaïque de Neptune, elle est magnifique. Voilà, donc j'engage les Byzantins à aller la voir au moins. Très bien. Et vous, Pascal, vous êtes à l'intérieur, donc si vous avez la chance de pouvoir aller les voir aussi avant tous ces Byzantins, bah, c'est le moment, je crois. Hein. Merci Fabienne. En tout cas, ce week-end, on l'a compris, c'est l'effervescence de la réouverture du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, toujours en direct avec vous sur France 3 ce matin. Merci de nous accueillir. Bonjour Nicolas Bosquet. Bonjour Pascal. Alors vous, votre job finalement, c'est d'essayer de nous faire revenir tout au long de l'année. Tout à fait, puis de découvrir les œuvres de manière différente, avoir envie d'en apprendre un peu plus. Je suis là pour raconter des histoires et effectivement, c'est pas ce qu'il y a de pire à faire dans un musée. D'autant qu'en plus, vous mariez les histoires avec la nouvelle technologie, parce que je vois cette tablette-là, c'est pas pour faire joli. Elle sert à quoi cette tablette? Alors, tous les visiteurs peuvent découvrir les œuvres du musée avec une visite commentée en fait. Par exemple, on est dans la salle 19e ici, vous voyez. Donc on peut voilà. On va montrer ça même si c'est pas très télégénique. Non, mais on voit bien, on peut passer. Donc d'une œuvre à l'autre, on voit les cannibales de Goya derrière nous, on a un commentaire aussi pour la Laly du Cerf. Enfin bref, on a vraiment des informations supplémentaires sur les œuvres, aussi bien des commentaires classiques, comme si on avait un guide avec nous, mais aussi des commentaires décalés et certaines vidéos, à mon avis, valent vraiment d'être vues. Allez, un petit exemple pour nous ce matin, s'il vous plaît. Alors par exemple, je vais vous montrer la Laly du Cerf. Ouais, le tableau qu'on a vu juste avant de Courbet, gigantesque, magnifique, exceptionnel. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Attendez, je vais vous mettre le micro comme ça. Je le prends, c'est bon. Moi, j'ai 3 mains, vous savez. On appelle la pieuvre. Allez-y, voilà. Merci. Donc là, ici, vous avez ici la vidéo qui commence, qui décrit le contexte de réalisation de la Laly du Cerf dans un contexte animalier, puisque vous êtes dans le zoo de Besançon, en fait, à la Citadelle. Et donc, vous pouvez voir notre médiatrice qui parle du tableau dans ce contexte très étrange. Nicolas, on ne va pas tout donner parce que non, bien sûr. Ah ben non, il faut que vous veniez ici. En plus, vous l'avez entendu, Fabienne nous l'a dit, c'est gratuit pour ce week-end. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Alors il y a bon nombre d'explications. Là, c'était sur la Laly. On aurait pu avoir les cannibales, beaucoup d'autres choses. C'est bien les tablettes, mais moi j'ai envie de vous dire, le papier, c'est quand même un peu plus classique, c'est indémodable. Et dans un musée des Beaux-Arts, on se doit quand même de parler un petit peu papier. Vous avez des petits livrets là? Qu'est-ce que c'est que ces petits livrets que vous m'avez amenés? Disons que nous ne voulons pas que les enfants, par exemple, passent trop de temps sur les tablettes. Je pense que les parents le savent, on a du mal à les faire décrocher. Et bien nous, les enfants, musée, oui, bien sûr. Donc au musée, on préfère leur proposer une visite avec un livret-jeu. Donc il a été un livret de découverte du musée autour des animaux. Vous les avez là aussi, les petits... montrez-moi ça, montrez-moi ça. Regardez ça. Donc c'est Marjorie Pourchet, donc une illustratrice locale qui nous l'a illustré, et on peut découvrir les œuvres qui représentent des animaux dans le musée, en famille, en s'amusant et en apprenant des choses, évidemment. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bon nombre d'animations, vous nous le disiez, des visites guidées. Je me suis même laissé dire que, pas plus tard qu'hier, vous avez fait une visite un petit peu particulière pour des gens qui malheureusement n'ont pas forcément accès à la culture. Ça veut dire que le musée s'ouvre à la culture pour tous? Tout à fait, c'est un de nos objectifs en fait, de notre projet scientifique, c'est d'être un musée pour tous, un musée accueillant, bienveillant, et donc symboliquement on voulait accueillir ceux qui sont les plus éloignés de la culture pour une visite, et donc c'est un groupe de SDF et de précaires qui est venu découvrir le musée avec l'association de la boutique de Jeanne Antide, et c'est un partenariat au long cours qu'a le musée. Nous avons des ateliers chez eux et ils sont venus hier et ils étaient subjugués par nos œuvres. Vraiment, c'est un beau moment. Des ateliers, des rendez-vous scolaires aussi, c'est important la culture pour tous. Il faut que ça commence très tôt, on le disait avec la tablette, mais oui, faut y aller. Tout à fait, aussi bien les scolaires que les jeunes publics. On commence d'ailleurs avec des très jeunes publics. À partir de 18 mois, on peut venir au musée, faire des ateliers de découverte multisensorielle autour de nos collections. Qu'est-ce qu'on fait précisément les ateliers, Oui, vous pouvez écouter, vous pouvez entendre le son des animaux qui sont représentés sur les tableaux, découvrir les formes, les couleurs et finalement commencer à pratiquer des visites de musée dès le plus jeune âge.
Alors, attention, c'est la question poil à gratter. On arrive à la fin de cette émission quasiment. Nicolas Bousquet, Oui. allez-vous garder le sourire? Réponse dans quelques secondes. Si je vous dis 5 musées de France, 6 bibliothèques municipales, 3 scènes labellisées par le ministère de la Culture, un orchestre symphonique, plus de 200 monuments historiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ici à Besançon, comment allez-vous compter vous démarquer de cette vie culturelle foisonnante dans la capitale byzantine, s'il vous plaît, Nicolas? Eh bien écoutez, on n'a pas besoin de s'en démarquer puisque nous travaillons avec toutes ces institutions-là. Nous sommes une institution centrale au cœur de la ville et donc évidemment avec tous nos chefs-d'œuvre, avec notre approche un petit peu originale, décalée. On est un musée pertinent et impertinent. On n'hésite pas à présenter des choses originales. Donc on n'a pas besoin de se démarquer, on travaille avec tout le monde et au contraire la destination Besançon, elle sera incontournable pour 2019. Dans la nouvelle configuration, il y a 700 mètres carrés qui sont consacrés à d'autres œuvres. Je vous propose d'en parler d'ici quelques minutes, mais juste avant, on va faire un petit retour en arrière pour bien qu'on comprenne ce qui s'est passé ici à Besançon. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début de cette émission notamment, je vous propose de revenir sur les grandes étapes de la rénovation du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Vous restez avec moi pour la fin de cette émission parce que ça serait dommage quand même de ne pas profiter de tout ce que nous pouvons voir ici. La rencontre de 2 architectures avec une 3e, ainsi pourrait-on résumer cette rénovation du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Après Pierre Marnotte et sa halle au grain en 1843, après Louis Miquel et sa structure intérieure en béton en 1970, Adelfo Scaranello a repensé les lieux. Tout en préservant le travail de ses prédécesseurs, il a gommé ce qui les opposait. Un projet tout en harmonie qui s'articule autour de 2 éléments clés, la lumière et la transparence. On retravaille essentiellement, on va dire, la lumière zénitale, c'est-à-dire qu'on refait totalement la verrière centrale qui va permettre cette fois-ci de descendre de la lumière jusque sur le rez-de-chaussée. Avant la fermeture, on avait beaucoup de remarques. Le musée est triste, le musée est sombre, il a des très belles collections mais on ne les voit pas bien. Et là, je pense qu'on n'aura plus ce type de remarques. Fenêtres plus grandes, puits de lumière et nouveaux plafonds, tout est fait pour privilégier l'éclairage naturel. Les travaux débutés en octobre 2015 vont durer plus de 2 ans. C'est assez émouvant parce que maintenant, on voit concrètement les volumes, la lumière, notamment les dispositions aussi des œuvres. Ça commence vraiment à se concrétiser d'une manière très forte. Au printemps 2018, un nouveau chantier commence, la réinstallation des œuvres. Premiers arrivés, les chefs-d'œuvre, les pépites des collections byzantines. Du sarcophage de Virginia, trésor archéologique du IIIe siècle au rez-de-chaussée, à la déploration sur le Christ mort de Bronzino, qui clôt le nouveau parcours d'exposition. 1200 pièces sont à mettre en place, beaucoup ont été restaurées, à l'instar des 300 toiles sorties des réserves une à une et inspectées de près avant d'être accrochées. Je suis en train de retoucher en fait toutes les petites zones blanches qui attirent l'œil pour que ce soit pour rendre l'ensemble plus homogène en fait, que l'œil soit pas attiré par des petites lacunes. Donc c'est une remise en état de présentation. Désormais, les architectures du 19e et du 20e dialoguent entre elles, les collections aussi. Cette rénovation a permis de gagner 1000 mètres carrés d'exposition, 30% de plus qu'auparavant. On a plâtré les murs extérieurs de la cour de Marnotte pour en faire des simèses. Et d'un seul coup, ces grands murs deviennent des lieux pour accrocher des grandes peintures qu'on ne pouvait pas montrer ailleurs dans le musée. Et le bâtiment Miquel devient une espèce de promontoire pour regarder les œuvres accrochées sur Marnotte. La métamorphose aura coûté 11 millions d'euros. 40% des œuvres présentées à l'occasion de cette réouverture sont inédites. Nicolas Bousquet, on en a peut-être un petit peu moins parlé, mais c'est normal parce qu'on voit beaucoup de tableaux ici. L'archéologie est très présente dans ce musée des Beaux-Arts. Oui, l'archéologie puis l'égyptologie, c'est un point fort de nos collections. Le public vraiment adore découvrir les momies. Et vous verrez dans la présentation dans le musée, on a l'impression presque de descendre dans un tombeau, d'être comme Howard Carter qui découvre les collections de la tombe de Toutankhamon. Mais vous les avez prises où ces œuvres ?
On a eu de la chance, nous avons des œuvres qui ont été données au musée, d'autres qui ont été déposées par le musée du Louvre, et c'est une collection qui fait un petit peu référence, notamment autour de la momie de Céramon, donc un grand prêtre d'Amon qu'on peut découvrir ici dans le musée. On voit d'ailleurs quelques images assez sympathiques, mais encore une fois, c'est très exhaustif, parce que ici, c'est tellement grandiose qu'on ne peut pas vraiment, en moins d'une heure, pouvoir tout présenter, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, d'ailleurs, c'est pour ça que nous proposons des formules d'abonnement. On propose aux habitants de venir, de s'abonner, de revenir pour 14 €, autant qu'ils veulent dans l'année. Et pareillement pour les jeunes publics qui font partie de nos publics prioritaires, ils peuvent revenir avec un abonnement pour pratiquer des ateliers et découvrir le musée toute l'année. D'accord, des belles visites que vous pouvez organiser sympathiques avec l'accessibilité aussi aux personnes à mobilité réduite. Tout à fait, on a un musée qui est accessible pour les 4 types de handicap, aussi bien des personnes qui sont non-voyantes, elles peuvent découvrir par audio-description des œuvres du musée, mais aussi par des ateliers tactiles, pouvoir toucher certaines œuvres et pouvoir les appréhender, mais aussi évidemment les personnes qui sont déficientes auditives ou déficientes mentales peuvent découvrir le musée, et avec la tablette qu'on a vue tout à l'heure, des personnes qui sont, on va dire, en fauteuil peuvent aussi avoir accès à des œuvres qui sont difficilement visibles autrement. Et puis je vous le disais tout à l'heure, Nicolas, pour ceux qui sont fans et qui se disent « Oh là là, on n'a pas eu la réponse à la question », les fameux 700 mètres carrés supplémentaires de salles qui sont ouverts pour des expositions temporaires, vous nous réservez quoi comme surprise ? Vous allez voir de très très belles expositions, déjà des chefs-d'œuvre du musée avec des dessins de la Renaissance en fait, italienne, qui sont parmi nos plus beaux dessins. Et puis une exposition sur mètre carré, les architectes qui ont travaillé sur le musée. Et vous allez voir, c'est une scénographie très originale d'un artiste contemporain, Aurélien Humbert, qui l'a réalisée. Et vous apprendrez tout sur ce bâtiment. Merci Nicolas Bousquet, merci aussi à toutes les équipes du musée de nous avoir accueillis ici en direct à quelques secondes de l'inauguration officielle du président de la République. J'espérais que il passe, il n'est pas passé, c'est pas grave, je suis sûr qu'on en reparlera dans les infos. Nous c'est sûr, on se retrouvera lundi à la bonne heure, de bonne humeur, avec notamment le seul arbitre français présent au mondial de foot. Il s'appelle Clément Turpin, il est de Saône-et-Loire. Merci à toutes les équipes qui ont fait un boulot formidable ici en direct depuis Besançon. Cette émission est évidemment à revoir sur les plateformes et sur les réseaux sociaux aussi. Vous cliquez france3.fr. Allez, on se quitte en images. À bientôt.